Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de Philippe Ponticini avec ce livre Cochon de lait dont on va reparler tout à l'heure qui est paru au Cherche Midi. Et puis des dates clés pour vous. 1er août 2007. 1er août 2007, si vous ne vous souvenez pas de cette date, il y a une musique qui devrait vous rappeler bien de joyeux souvenirs. Les amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent La bande originale de Ratatouille, bien sûr. Et ce film vous a marqué, oui, beaucoup, ce dessin animé. Pourquoi? beaucoup. Pas seulement parce qu'il parle de cuisine, mais parce qu'il délivrait un message très fort, d'abord, et que moi, j'arrêtais pas de dire, d'expliquer, de vivre au quotidien depuis bien des années. Quand on a vu le film, je dis on parce que j'étais avec ma femme et notre fille, et moi j'étais entre ma femme et notre fille, et quand on voit notamment au début du film le petit rat, il s'appelle Rémi, je crois. Rémi, oui. C'est ça, Rémi. Rémi, c'est le copain du rat. C'est le copain. Alors, oui. le rat, il s'appelle comment? Ratatouille. Ratatouille, oui. bon, Ratatouille. Donc, le petit rat qui, en fait, explique à son frère, qui est un petit peu costaud, qu'en mélangeant le fromage avec le champignon, on crée des goûts nouveaux, et il y a une explosion en bouche, et en fait, il parle de mélange de goût, de mélange de sphère, du travail, du goût. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément touché. J'ai pris le genou de ma femme, je l'ai serré un petit peu fort d'ailleurs, et j'ai eu les larmes aux yeux, parce que c'est quelque chose qui me touche et que moi je travaille, je fais au quotidien depuis bien longtemps. Donc je me suis dit quel bonheur d'avoir un film qui prodigue ce message au travers de la gourmandise comme ça qui va être vu dans le monde entier, en expliquant que la gourmandise c'est vraiment un travail de mélange de goût, de saveurs, et que ça peut provoquer quasiment un orgasme dans la bouche, quoi. Alors, ce film, justement, pour l'écrire, les scénaristes et réalisateurs ont fait les grands restaurants parisiens, on les plaint. Ils ont allé à la Tour d'Argent, chez Hélène Darrow, chez Taïwan, chez Guy Savoy, chez tout le monde, pour avoir les éléments nécessaires au film. J'y crois pas trop, mais en tout cas, c'est la réalité officielle. Alors, justement, ce passé, ça a commencé pour vous à la table d'Anvers, avec un restaurant que vous ouvrez avec votre frère Christian, où vous vous chargez de faire des gâteaux. Oui. On l'a ouvert le 4 ou le 6 mai 86, de mémoire. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose, si vous permettez, je parle maintenant, en 1980, dès le début, en fait, dès la première ou deuxième semaine, on a évidemment, on a eu heureusement de la presse assez rapidement, mais pas tout au début. Et donc, au début, on n'a personne le midi. 2 couverts par-ci, 4 couverts par-là. Et mon frère me dit, bah écoute, assis-toi, je vais te faire goûter ma cuisine, puisque finalement, tu la connais assez peu. Et donc je m'assois et je me souviens parfaitement du premier repas où j'avais vu le matin qu'il avait fait rentrer un cochon de lait assez costaud quand même, qu'il l'avait débité. Et en fait, il fait une côte de cochon de lait. Je sais pas comment il fait, s'il réunit 2 côtes en même temps, je sais rien, mais qui est très épaisse, de 7-8 cm d'épaisseur au moins. Et en fait, je sais qu'il l'a fait rôtir, parce que ça, je lui avais demandé après. Il l'a fait rôtir sur une poêle, fini au four. Donc il fait ça avec un jus gras qui a beaucoup de goût. Et comment dire, et puis une purée de pommes de terre très foisonnée à côté. Et quand je mange ça avec toutes les sensations que j'ai pu ressentir, c'était rosé en plus, rosé. À l'époque, il n'y a pas de bistronomie, on trouve des côtes de porc dans les brasseries, plus ou moins très fines et très cuites. Et là, j'ai senti une émotion que j'avais jamais ressentie de ma vie, quoi, jamais. Et le lendemain, il me fait goûter autre chose, un hamburger de riz de veau ou un coco de lapin, je les ai plus dans l'ordre, mais pareil, je goûte par exemple le coco de lapin, mais c'est du bonbon, c'est salé, mais c'est du bonbon. Jamais j'ai ressenti un plaisir pareil, une émotion pareille. Le hamburger de riz de veau pareil, etc. Et au bout de, je sais pas, 4-5 jours, je me dis, mais c'est pas possible. Je sais que mes desserts, enfin je crois en tout cas que mes desserts sont bons, et je me dis, mais en fait je m'en fous, qu'ils soient bons, même très bons. Je veux ressentir ça, ces émotions, dans mes gâteaux. Pourquoi je ressens pas ça dans mes gâteaux? Et là, ça a été le début pour moi d'un changement phénoménal dans ma vie. Dans ma vie professionnelle et dans ma vie tout court. Parce que vous aviez appris votre métier, je crois, chez Dutournier, grand restaurateur, au Maxims de Roissy. Oui, absolument. Oui. Puis après, j'ai travaillé au Grade Admur avec Jacques Chihuahua. Mais Maxime, moi, ça me fait toujours rire parce que quand Pierre Cardin a acheté Maxims, les gens lui ont ri au nez. En fait, il a eu l'idée géniale d'acheter Maxims pour en faire une marque, une licence. Et moi, il a eu plus de 1000 produits Maxims. Et je me souviens d'une interview d'un jour dans son bureau où on n'a pas fait l'entretien parce qu'il fallait déguster, choisir le panettone Maxims. Il y en avait 15, ça a duré toute la matinée. Excellent. Alors, le Grès d'Albion, justement, vous occupiez des desserts pour diabétiques. Alors, oui. En fait, il y avait... j'ai fait une petite année à peine au gastro, puis après, je suis passé au Tour, où je m'occupais de toutes les pâtes. Et quand j'étais au gastro, en fait, j'étais commis, j'avais 21 ans. D'ailleurs, j'avais une phrase dans la tête, c'est
je suis né à 21 ans, comme disait Rimbaud. J'avais l'impression d'être né à 21 ans. Et en fait, non, je suis né un peu plus tard, mais bon, bah, c'est juste un détail. Et donc, il fallait, tous les soirs, faire, parce qu'il y avait des gens dans l'hôtel qui étaient quand même assez grands, le Grès d'Albion, comment dire, des gens qui étaient diabétiques. Donc, il fallait faire 1, 2 ou 3 ou 4 même desserts pour les gens diabétiques. Et en fait, le chef, ça l'intéressait pas. Le sous-chef en avait rien à foutre, mais vraiment. Hein. Et en fait, il m'avait désigné comme ça, moi. Et en faisant ces desserts-là, alors moi, je savais pas. Donc je savais qu'il fallait pas que je mette de sucre ou quasiment pas. Et je me suis rendu compte en faisant ces assiettes, bah, qu'en fait, je pouvais moi m'exprimer au travers de ce que je ressentais au moment où je le faisais. Et comme j'avais la chance de voir quelques expos dans la région, bah, je me suis un peu senti, entre guillemets, hein, comme un peintre, quoi, en balançant un peu de blanc par-ci, un peu de rouge par-là. Enfin, bref, j'étais, je m'occupais de ces assiettes-là, j'étais content. Oui, alors vous étiez un précurseur parce qu'aujourd'hui, depuis quelques années, il y a en France des boutiques où l'on vend du chocolat pour diabétiques. Alors, ce sont des diabétiques qui ont eu l'idée de le faire et ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien, c'est vachement bien pour eux. C'est vraiment bien pour eux. Alors, c'est à cette époque-là, Philippe Conticini, la nouvelle cuisine arrive et Christian Millot, qui est un des pères journalistiques de la nouvelle cuisine, vous découvre et vous qualifie d'enfant prodige de la pâtisserie. C'est-à-dire, c'est vraiment parce que vous avez, sans vous rendre compte, peut-être inventé une nouvelle pâtisserie. Ah, ça, c'est sûr, c'est sans m'en rendre compte. Oui. Ça, il n'y a pas de doute. Oui. Moi, je pensais que mon frère était la cause, dans le bon sens du terme, de tout, et surtout pas de la réussite, parce que c'était pas encore le moment de la réussite, mais de tous les bons articles qu'on avait et tout. Je pensais que tout ça était grâce à lui. Donc, non, certainement, sans m'en rendre compte. Mais oui, avec la lettre de Marianne Comolli à l'époque, qui était une journaliste qui est là, est partie aujourd'hui. Oui, il y a eu un très beau papier de 9 pages dans le Goemillon en 89. J'ai plus le mois, mais c'était en 89. Mais ça a changé votre vie. Ah oui, beaucoup, oui. Beaucoup. En plus, je m'attendais pas du tout mais pas du tout à un article comme celui-là. Et puis surtout, ça m'a permis d'avoir une vraie visibilité. Et curieusement, la nouvelle cuisine, on en parle dans les années 70, mais on en parle déjà en 1651 avec le cuisinier François, de François-Pierre Lavarenne, qui publie un livre et on dit c'est la naissance de la nouvelle cuisine française. Oui, 1651. Oui. Incroyable. C'est fou, hein. Comme quoi, tout rajeunit. Et votre premier dessert, Philippe Conticini, c'est comme un sablé breton. Oui, c'est vieux. Oh là là. Comment vous savez ça? Ah bah. Ah, c'est vieux, ça, c'est vieux. Oui, c'est le tout premier que j'ai mis à la carte. Oui. Mais alors, surtout, ce qui me fascine, c'est qu'aujourd'hui, on donne des noms extraordinaires à des desserts. Vous êtes le premier à avoir donné des noms poétiques à des desserts, Philippe Conticini. Alors, écoutez, je suis ravi si c'est le cas. Je ne savais pas si j'étais le premier, mais en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Ça, c'est sûr. Et moi, j'appelais ça Total Régal, Rondeau Passion, la fin d'un opéra, bien sûr, Rondeau. Oui, je donnais des noms un petit peu Yasmina. Et Cracounet. Cracounet. Ça, c'est un mot que vous avez inventé. Oui, complètement. Plaisir. Oui, parce qu'en fait, je cherchais moi, j'aime la structure qui cracouille. Et je cherchais un mot qui correspondait à ce qu'on sentait dans la bouche, donc j'ai appelé ça Cracounet. Et vous avez inventé ce qu'on appelle les jus courts. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais en fait, quand j'ai ressenti tant d'émotions avec la cuisine de mon frère, je me suis dit qu'il fallait que je fasse en tout cas, que je travaille ma pâtisserie d'une manière différente. Et j'ai regardé comment il travaillait. Il faisait à l'époque des jus courts. Vous savez, on fait rôtir un pigeon, par exemple, on le désosse pendant que les gens mangent l'entrée. Et avec les os, on fait un jus rapide. On déglace un peu avec une acidité, on bouille avec un peu de bouillon, on fait réduire, voilà. On fait un jus court. Et ben, j'ai fait la même chose avec des fruits, en fait. J'ai fait réduire, par exemple, des fraises avec un peu de citron vert, un peu de sucre. Je fais réduire, mais vraiment pratiquement à sec. Ensuite, je déglace avec une acidité. C'est le même principe, hein, avec une acidité. Ensuite, je prends tout ce qui est herbes, tout ce qui n'est pas le principal, c'est-à-dire la queue des herbes, même les queues des fraises, je prenais les noyaux, enfin tout ce que je pouvais, et je mettais tout ça là-dedans. Je mouillais avec un bouillon de fraises que je faisais à l'époque, des consommés, des bouillons, et je faisais réduire, un peu comme mon frère. Je faisais des jus courts de fraises, d'oranges. Là, on est en 86, 87. Oui, et vous avez mis fin à une légende, le nombre de gens qui disent non, je prends pas de dessert parce que ça fait grossir et j'ai assez mangé. Vous avez allégé les desserts, Philippe Conticini. Oui. Ça, c'est une nouveauté. Oui. Moi, j'aime bien. J'aime bien ressentir. Par exemple, si je mange. Qu'est-ce que je peux vous parler de quoi? Je peux vous parler le Paris-Brest, par exemple. Oui. J'adore le Paris-Brest. Quand je l'ai travaillé en 2009. Mais en même temps, on n'est plus en 1970, 80, 90. Et donc, je voulais ressentir la même sensation de bouche qui me prenne comme ça tout le palais,
mais sans gras, avec beaucoup moins de gras. Donc j'ai travaillé pour comprendre par quoi je pouvais remplacer le gras en partie. Et j'ai remplacé 60-70% du gras par de l'air, du foisonnement à basse température, et ça marche. Donc les desserts, de fait, étaient allégés. Vous savez d'où ça vient le Paris-Brest, Philippe Conticini? Alors je crois, en 1905, si je ne me trompe pas, le responsable de la course Paris-Brest-Paris demande à un pâtissier de Courbevoie... Maison Lafitte, pardon. Louis Durand. Voilà, exactement, Maison Lafitte, de rendre hommage à la course Paris-Brest-Paris, et lui invente, avec la forme de la route vélo, le Paris-Brest. Voilà. Oui. Et cette course était incroyable, c'était 1200 km sans dormir, c'était épuisant, et ça a été le créateur, effectivement, c'était le rédacteur du petit journal qui s'appelait Pierre Chiffard. Voilà. Donc votre culture est parfaite, bravo. Merci beaucoup, Alors, Jacques. il se trouve qu'effectivement, vous êtes arrivé à un moment où la cuisine évoluait, où de plus en plus on faisait attention justement à ne pas manger n'importe quoi. Ça a été un tournant, et d'autres ont suivi votre chemin ensuite, Philippe Conticini. Alors quand vous dites ça, vous parlez de la pâtisserie. La pâtisserie. Écoutez, moi je fais... Et pour cause, je fais attention à ce que je mange, même si des fois ça se voit pas trop, mais je fais attention à ce que je mange. Et que je mange des gâteaux ou du salé ou du sucré, j'essaye de pas manger trop gras, trop sucré, et plutôt équilibré, avec des produits qui s'équilibrent les uns avec les autres. Ce que nous faisons tous aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et exactement. Et ça, je le fais depuis pas mal de temps. Et je l'ai intégré à ma pâtisserie. Et je trouvais que c'était plus équilibré. Voilà, c'était plus sain d'avoir des produits qui s'équilibrent les uns avec les autres, de pas manger n'importe quoi, n'importe comment, c'est-à-dire trop de gluten, d'avoir une pâtisserie équilibrée dans tous les sens du terme. Voilà, que ce soit pour la santé, pour le corps, pour le goût, bien évidemment. C'était important pour moi. Oui, et puis vous avez inventé quelque chose par discrétion, vous ne l'avez pas avoué tout de suite, mais Joël Rebuchon ensuite l'a avoué, c'est la verrine. Aujourd'hui, il y en a dans tous les restaurants, et on vous le doit, Philippe Conticini. C'est gentil de le dire. C'est né comment? C'est né, ça c'est une histoire qui date de... En fait, à partir de 92, à peu près 92, je me rends compte que mes desserts, il y a quelque chose qui va plus. Et je cherche, je réfléchis, et il me faut du temps, parce que c'est une époque un peu compliquée pour moi, pour me rendre compte qu'en fait, c'est le contenant qui ne va plus. Pourquoi? Parce que j'avais tellement allégé mes desserts, émulsionné mes desserts, beaucoup moins collé mes desserts, enfin, etc., qu'en fait, l'assiette ne correspondait plus tout à fait. Et il a fallu que d'abord, le temps passe, je réfléchisse, c'était en mai, juin, juillet, je sais plus, en 94, j'appelle le sommelier à l'époque, je lui dis, Mehdi, un soir, comme ça, en descendant du bureau, il était 19h15, je dis, Yann qui était avec moi était en train de travailler sur un dessert, à la mise au point d'un dessert, une quenelle de fromage blanc, comme les quenelles de Brochet, avec des salades d'herbes, enfin un jus de betterave déjà à l'époque. Et je dis, Mehdi, amenez-moi un verre à Bourgogne, je viens d'avoir une idée. C'est venu comme ça, mais après quand même du temps de réflexion. Et je prends le verre à Bourgogne, je, bien sûr, structure différemment, donc à la verticale, ce que j'avais comme produit, le fromage blanc, etc. Je mets un jus de fraise, et je regarde mon verre comme ça, et je me dis, waouh, je viens de trouver mon bébé. Mais tout de suite après, je me suis dit, ça va faire le tour du monde, ce truc-là. Et je me souviens d'avoir montré à mon frère, quand il est descendu, je lui ai montré, j'ai fait un verre à Bourgogne comme ça. Il m'a dit, bon, aucun intérêt ton truc. Manque de perspicacité quand même. Hein. Parce que finalement, tout le monde aujourd'hui... Et tout le monde, oui. Et ça fait le tour du monde, oui. Et oui, et il y a encore d'autres choses à raconter qui sont dans ce livre, dont on va reparler dans quelques instants à travers une date future mais récente, le 12 septembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Conticini. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Philippe Conticini. Une date, 12 septembre 2019, alors là je le dis, c'est la sortie de ce livre que vous avez écrit avec Patricia Kenouna, Cochon de lait, au Cherche Midi. Oui. Un livre où vous évoquez justement votre parcours, et justement ce cochon de lait qu'on a évoqué tout à l'heure, vous l'évoquez, et c'est la clé de tout ce que vous avez fait ensuite. Oui. Et vous évoquez aussi le goût, car le goût, pour vous, ce n'est pas une mode, mais c'est quelque chose d'intemporel. Oui, et de très profond. Et ça vient profondément de ce que l'on ressent, et de ce que l'on est. En fait, il y a le goût de chacun, parce que chacun a son goût, ça, il n'y a pas de discussion, et heureusement. Et puis, il y a le travail du goût. Ça, c'est quelque chose de différent. Si je parle du goût de chacun, bien sûr, c'est subjectif. Si je parle du travail du goût,
Là, il n'y a rien de subjectif, c'est très, très objectif. Et heureusement d'ailleurs, parce imaginez par exemple, moi qui pèse 50 grammes de farine, 50 grammes de beurre ou 60 grammes de chocolat, je dis n'importe quoi, et un grand chef ou une grande chef, peu importe, hein, qui est au passe, et qui au moment d'envoyer un plat ou une salade, peu importe, assaisonne un jus avec beaucoup de passion, est-ce que cette personne-là est moins précise que moi au moment où elle assaisonne sans rien peser? Bien sûr que non. Sa précision, elle vient de ce qu'elle ressent. Eh ben, en fait, la balance n'a rien à voir avec la précision. C'est moi qui suis précis et qui demande à la balance de refaire pour pouvoir refaire faire ou faire refaire ce que moi j'ai ressenti. Et tout ça, c'est le travail de presque 30 ans, pour moi, de recherche sur la densité, sur la matière, sur l'assaisonnement, sur la structure et l'équilibre du goût, sur ce qu'a été mon propre goût, sur ce qu'est mon propre goût. Si je suis né en France, j'aime les plats canailles, les plats, et puis j'aime la blanquette, j'aime le steak frit, j'aime le cochon de lait. Mais si j'étais né au Japon, est-ce que je mangerais du cochon de lait ou de la blanquette? Non, je mangerais autre chose et j'aurais pourtant mon goût à moi. Ça veut dire que mon goût a été forcément conditionné par mes parents, l'endroit dans lequel je suis né, le pays dans lequel je suis né, la culture, enfin, etc. Donc quand je me suis rendu compte de ça, poser cette question-là après les verrines, je me suis dit finalement, mon goût à moi, il serait différent si j'étais né ailleurs. Donc quel est mon goût? Oui, et le goût, vous l'avez inculqué à celles et ceux qui dégustent vos pâtisseries, et le goût a beaucoup évolué aussi au cours de ces décennies, Philippe Conticini. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on a commencé à en parler, je dis on parce que j'étais avec Pierre Hermé à l'époque, on a commencé à en parler au début des années 90, ma foi, on se sentait un peu seul, mais il y avait une chose qui était sûre, c'est que la pâtisserie exploserait en partie par le travail du goût. Et c'est évidemment ce qui est arrivé. Le goût est une composante fondamentale en cuisine. Quand on parle de cuisine, on parle de goût. Et si les cuisiniers ont eu un parcours particulier et que les pâtissiers, par la force des choses, ou en tout cas, en ont pris un autre, si les cuisiniers, début des années 70, ont autonomisé leur travail en servant des plats à l'assiette et en cuisant portion par portion, nous, on a plutôt miniaturisé notre travail. On a eu une évolution différente. Il était évident qu'avec le temps, on se mettrait à travailler le goût. Et c'est ce qui est arrivé à partir de... Enfin, nous, on a commencé à le faire avec Pierre, mais c'est arrivé vraiment de façon plus importante à partir de 2005, 2006, 2007, voilà. Alors, votre parcours, donc, c'est le restaurant La Table d'Anvers, qui est juste à côté de rue Avenue Frochot, de la Maison Hantée, une maison où il y aurait un fantôme. Alors, il paraît que c'est une histoire insensée, une servante qui a été assassinée. On n'a jamais retrouvé le meurtrier, donc elle entrait à la maison, et Sylvie Vartan a acheté cette maison, elle l'a revendue presque aussitôt. C'est juste à côté de La Table d'Anvers. Incroyable, je ne savais pas. Et puis ensuite, il y a eu cette pâtisserie des rêves, qui a été votre première aventure, mais qui a été une aventure incroyable, ça aussi. C'était hallucinant. Jamais je n'aurais pu penser vivre une telle aventure. Moi j'ai cofondé la pâtisserie des rêves, elle ne m'appartenait pas, mais je l'ai cofondée. Et quand on a ouvert, en fait, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait un tel succès. Un tel succès, là j'ai revisité les classiques à l'époque, le concept était assez moderne avec des cloches, et là dès le premier jour, on a ouvert, il était 9h, 9h30 le matin, mais à 13h il n'y avait plus rien, il y avait la queue. Et le lendemain, pareil, on a augmenté les quantités, et le surlendemain, pareil. C'était incroyable, le premier week-end, j'ai sorti 1800 pâtisseries. Mais comment l'expliquer? Alors, le concept était nouveau, mais il n'y avait pas que ça, il y avait mon nom, il n'y avait pas que ça, il y avait... Et n'oubliez pas quand même que rue du Bac, à cette époque-là, à Paris, oui, il y avait personne. Saint-Germain-des-Prés, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, il y avait le bon marché, mais c'est tout, loin, enfin plus loin. Mais il n'y avait personne, c'était la première pâtisserie. Donc ça a fait un buzz hallucinant. Il y a eu un buzz, en fait. Incroyable. Et je suis content parce que quand j'ai ouvert Gâteau d'émotion, quand j'ai fait la préouverture, j'ai revécu ça pendant la boutique que vous avez depuis 2 ans. Ouais, pendant un mois avant qu'on ferme pour les vacances, la préouverture. C'était blindé, quoi. Il y avait 40 mètres de queue tous les jours, c'était super. Et ça veut dire que les Français aiment la pâtisserie de qualité, même si elle est un peu plus chère que les autres. Je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Les gens veulent... Mais ceci étant dit, c'est drôle parce que les gens demandent de la création, et quand ils viennent acheter des gâteaux, sincèrement, ils achètent ce qu'ils connaissent. C'est incroyable ça. Mais oui, les gens veulent des pâtisseries de qualité de plus en plus. Alors il faut savoir, et vous le racontez longuement dans le livre, Philippe Conticini, que tout ça a failli s'arrêter. Vous vous êtes fait opérer pour des problèmes d'estomac, et ça a duré 15 mois, où vous avez failli mourir plusieurs fois. Oui. Après longue réflexion, évidemment, je choisis le bon médecin. Enfin,
Enfin, je croyais en tout cas, et il n'arrive pas à faire l'opération. C'était un bypass qui n'a jamais été fait finalement, jamais. Et bypass, c'est on réduit l'estomac pour maigrir. Alors, il y a la réduction de l'estomac, et ça, le bypass, en fait, c'est la réduction de l'intestin, de façon à ce qu'on ingurgite les calories très rapidement et on s'en sépare très rapidement. C'est un peu technique, mais c'est une opération un peu délicate. Mais surtout, voilà, alors c'est encore en plein procès, donc je vais pas rentrer là-dedans parce que évidemment, il m'a détruit complètement. Et j'ai été transféré heureusement à l'hôpital Bichat, 19 jours après avoir, avec une septicémie, une péritonite aiguë. Enfin, j'étais mort. Total, oui. J'étais mort. Et à Bichat, et après 16 mois d'hôpital, 14 mois, 35 opérations du ventre, et avec en 2 ou 3 chocs septiques. Donc j'ai failli mourir 3-4 fois, mais vraiment. C'est ce qu'ils ont dit à ma femme d'ailleurs. Même au bout de 11 mois, ils lui ont dit on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, on ne sait plus comment faire. Donc oui, je devrais plus être là en fait. Je devrais pas être là. Et vous êtes là, et on vous a vu aussi beaucoup à la télévision avec une émission dont le générique est familier à celles et ceux qui regardent le petit écran. Oui. Le meilleur pâtissier, plusieurs fois vous êtes membre du jury, aussi de toutes les émissions du genre. Ça aussi, c'est un phénomène nouveau qui vous a beaucoup passionné, et je crois que votre notoriété en a profité, Philippe Conticini. Ouais, évidemment, bien sûr. Évidemment. Alors moi, j'aime bien ça, et puis je me sens un peu comme un poisson dans l'eau quand je suis devant un micro, devant une caméra, mais au-delà de ça, oui, bien sûr. D'abord, ces émissions ont fait beaucoup de bien à la profession, c'est un fait. Beaucoup de bien, et beaucoup de bien aux pâtissiers ou aux cuisiniers d'ailleurs qui ont été membres de jury de ces émissions-là. Et bien évidemment que ma notoriété a été augmentée par la télévision, bien sûr. Et ce qui est fascinant, c'est de voir tous ces candidats apprentis cuisiniers qui veulent réussir. C'est encourageant pour votre univers. C'est très encourageant, et tout ça tire vers le haut en fait. Alors évidemment, dans le lot, il y a beaucoup, hélas, de déperdition, mais il y a aussi beaucoup plus aujourd'hui de pâtissiers qui s'expriment et qui, je parle de pâtisserie puisque je suis là, mais de pâtissiers qui s'expriment et qui arrivent à... Aujourd'hui, c'est devenu, la pâtisserie, c'est devenu quelque chose d'important quand même. Ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans ou 15 ans. Et tout ça, c'est aussi, pas seulement, mais aussi grâce à la télévision. Et c'est le phénomène qu'ont connu les cuisiniers. Dans les années 70, on a commencé à les voir dans les journaux, ce qui n'existait pas avant, et ils sont devenus célèbres, et que le nombre de cuisiniers et de grands chefs a augmenté. Ah oui, énormément, ouais. Et faire de la télévision, c'est un bonheur pour vous. Ouais, j'aime ça, mais j'aime bien, même quand je vais faire des conférences devant 200, 300, où j'ai fait des démonstrations devant 1200 personnes, j'adore ça. Ouais, une conférence étonnante que vous avez faite un jour, Philippe Conticini, c'est sur le mélange du tabac et de la pâtisserie. Oh, c'est vieux ça, mais comment vous savez ça? Oui, c'est une des toutes premières conférences que j'ai faites. Oui, sur le tabac et la pâtisserie, absolument. Et j'avais fait un dessert que j'avais appelé Monte Cristo à l'époque, avec de l'ananas, de la glace à la vanille, du pain d'épices, et du jus de coco, du jus de passion, des petits raisins, enfin plein de choses, et avec un jus au tabac. J'avais mis beaucoup de temps à travailler, à mettre au point, et qui se ressentait comme une épice, un peu comme du gingembre en fait. Et oui, je me souviens parfaitement de cette conférence où j'étais pétrifié, c'était une des premières. Et pourtant, il y a eu plein de monde et c'était super. C'était un tabac, on peut dire ça comme ça. C'était un tabac. Je n'osais pas le dire. Merci, monsieur. Et puis justement, dans les vieux souvenirs, c'est un film d'enfance qui vous a marqué, un film muet, qui est Nosferatu le vampire. C'est-à-dire une adaptation libre de Dracula. Et ça vous a marqué, Philippe Conticini. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, bien avant que mes parents puissent se payer un bel appartement, à Villemont, on habitait au-dessus du restaurant, 2 pièces. Donc il y avait une autre chambre, et puis il y avait le petit passage, les toilettes, et puis il y avait la pièce principale où il y avait mes parents dormaient en fait. Et puis la salle de bain bien sûr. Et donc le soir, un soir, ciné-club je crois, ou je sais plus exactement, il y avait ce film. Et moi je demande à le regarder. J'ai, je sais même plus quel âge, j'ai 9 ans, 11 ans, 10 ans, je sais plus exactement, mais j'étais en tout cas, ça c'est sûr. Je demande à le regarder, ma mère me dit non, bien évidemment. Mon frère, lui, avait le droit, il avait 7 ans de plus que moi non. Et je voulais quand même le voir. Donc, j'essaye de je fais une sorte de manigance, j'arrive à me mettre à ouvrir la porte légèrement, à regarder, et je vois un peu du film par l'entrebâillement de la porte, et donc je vois un peu de ce film-là. Et je vois, moi j'avais jamais vu ça, en noir et blanc, je vois, et muet, effectivement, je vois Nosferatu le vampire, la tête de ce vampire-là, complètement chauve, avec les yeux presque enfoncés noirs, et les deux dents, là,
Ah, ça m'a fait flipper, mais grave. Et pendant des années, j'ai dormi avec sa couverture jusque sous le menton, là, parce que j'avais peur de me faire mordre. Ah, ça m'a marqué, ça. Oui, et ça a marqué aussi le public, car on a fait croire au début, et c'est un coup de marketing avant la lettre, que Max Schreck, le comédien, était un vrai vampire. Et ça a lancé le film, oui, en 1922. Et aujourd'hui, écoutez, vous continuez à vampiriser, autrement dit, la pâtisserie dans le sens noble du terme. Sur Internet, il y a des conférences, il y a des ateliers, et vous continuez vos activités avec votre boutique. Oui, absolument. Rue de Varennes, au 37 rue de Varennes, et puis là, le 9 novembre, on ouvre 2 boutiques supplémentaires à Paris, dans le 16e et dans le 3e. Donc c'est reparti comme en 14. Ouais, super, je suis ravi. Je suis très content. Eh ben nous, on est très content de vous avoir reçu avec ce livre Cochon de lait, au Cherche Midi, que je recommande à celles et ceux qui aiment les saveurs de la littérature et du goût. Merci Philippe Conticini. C'est moi qui vous remercie beaucoup, Jacques. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaye et nous, on se retrouve bien sûr demain à 13h20 pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain.